Bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout sur la toile et partout dans le monde. Nous sommes très heureux d'être avec un invité. Et je vous dis, c'est un monument. C'est un sorcier du football, le plus black des Noirs. Et Dans le plus black des blancs. non, le plus black des Noirs, parce que nous, déjà, Ah, d'accord. on s'est l'accaparé et nous appartient. Il est black, même s'il y a la couleur, voilà, mais c'est quand même, ça reste notre frère, ça reste notre père à nous aussi, parce que grâce à lui, aujourd'hui, on a vu le décollage, le démarrage de notre football. C'est une personne aussi dans les années 92 qui a tout claqué, au fait, je dirais plus ça, parce que ça a été peut-être mûri d'une décision que je ne sais pas et que je saurais aujourd'hui de vive voix de par sa personne qui décroche de Créteil et qui atterrit avec ses valises à Abidjan. Et franchement, c'est tout un honneur pour nous d'être en face de ce monument. Et comme dit en Afrique, le dicton si bien connu de tout le monde, une bibliothèque vivante. Nous ne devons Donc, ça, pas, c'est en pâté bas. C'est un Malien qui a écrit ça. justement, une bibliothèque vivante. Ne la laissons pas brûler, ne la laissons pas partir. Tant qu'on ne l'approche pas, on ne cherche pas à en savoir plus de cette personne. Par contre, il y a une réalité médiatique et une réalité personnelle. Et moi, personnellement, c'est tout un honneur d'être en face avec lui et de vous faire part aussi de tout ce qu'il a eu, son expérience, son vécu, des anecdotes et aussi son expertise sur le football du continent. Aujourd'hui, nous serons à l'honneur avec monsieur le monument Philippe Troussier. Bonjour. Alors, en Côte d'Ivoire, en général, c'est Philippe Bernard Victor Troussier. Écoutez, c'est un honneur. Déjà, c'est un honneur d'être parmi vous, de partager ce petit moment où on va pouvoir parler effectivement du football africain. Ok, Euh, euh, c'est vrai que pour moi, tout a commencé en Côte d'Ivoire. d'accord. En tout cas, c'est de là que s'est construit l'image de Philippe Troussier, le sorcier blanc, et qui l'amène aujourd'hui, plus de 30 ans après, face à vous, toujours avec cette étiquette de sorcier blanc, et avoir derrière lui un vécu d'avoir traversé le monde et d'avoir eu le grand privilège des Coupes d'Afrique, des Coupes d'Asie, plus de 200 matchs internationaux. Oui, Et ça, je le dois à la terre africaine, car c'est là que tout s'est écrit à sol béni. Alors, sol béni, on sait ce que ça veut dire. C'est un sol qui a été béni des dieux. Alors, au départ, on pensait que c'était pour nous donner de merveilleux joueurs, effectivement. Et effectivement, on peut dire qu'on a eu de merveilleux joueurs qui se sont construits à sol béni. Mais pour moi, ça a été un sol magique, puisqu'il m'a amené aujourd'hui à gérer, enfin, à vivre de mon métier d'entraîneur international. Et c'est à l'Afrique que je le dois. Et ça, je ne l'oublierai jamais. C'est pourquoi j'ai un grand plaisir de revenir un peu sur le passé, hein, parce qu'on va peut-être parler plus du passé aujourd'hui, mais en même temps, on va parler du présent, parce que le football africain a beaucoup évolué. Les joueurs africains ont beaucoup évolué. Le football africain également a beaucoup évolué. Je crois qu'il faut faire la différence entre le football africain et les footballeurs africains. Je crois que c'est deux mondes à part. justement. Et donc, on aura peut-être l'occasion de partager ça avec nos invités. Donc, j'ai vu qu'il y avait un premier invité là qui était arrivé Il y sur a la un premier toile. invité qui est là, c'est notre consultant. J'active son micro, c'est notre consultant, c'est monsieur Boubacar Niang, journaliste à Abidjan. À la- Bonsoir, Obacar. Bonsoir, Philippe Poussier. Très heureux de vous voir et puis très heureux de partager vos expériences que vous avez vécues en Afrique et notamment dans le monde entier. Très bien. Donc, c'était la brève présentation de Boubacar Niang qui est très très heureux d'être en face de monsieur Philippe Troussier. Donc, du coup, voilà, on a fait juste notre introduction. On est rentré, il nous a fait part un peu du sol qui a été béni, le sol d'Abidjan. Et moi, si je veux revenir sur cette question, je sais pertinemment que c'est toute une histoire, c'est toute une construction, c'est toute une vie qui est partie de là.
Et à partir de ça, aujourd'hui, Monsieur Philippe Troussier, où je me permets de ne pas prononcer ce nom parce que je préfère le sorcier blanc et le plus black des blacks. J'accepte, c'est un compliment. Hein, j'accepte le compliment parce qu'effectivement, il fallait être en immersion. Okay. C'est un métier d'entraîneur. On est au contact des joueurs, on doit leur transmettre un savoir. Et il est évident que on a besoin d'être en relation intime avec les joueurs au sens de leur faire partager nos émotions. Parce que le football, c'est un sport d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle des êtres humains qui expriment leur caractère, leurs différences, leurs sentiments et leur investissement. Et s'il n'y a pas le cœur dans le match de football, il n'y aura pas de bons résultats. Et donc, moi, j'ai eu peut-être la personnalité de m'imprégner du football africain, de m'immerger dans le football africain, d'être au contact permanent avec mes joueurs. Et quand je dis au contact de mes joueurs, c'est d'être au contact physique avec les joueurs parce que c'est un sport de combat. Et c'est ce qui a créé une synergie, ça a créé une osmose. Et les résultats aidant, parce qu'il ne faut pas oublier que les résultats sont quand même l'élément clé quand on est entraîneur de foot. Les résultats aidant, et les résultats pour moi en Côte d'Ivoire ont été magiques, puisque on doit le rappeler, j'en profite pour le rappeler, qu'à l'époque où j'étais entraîneur de la SEC, nous avons été invaincus pendant 3 saisons. Et lorsque j'ai quitté la SEC d'Abidjan, une année supplémentaire, mon assistant Manglé qui avait repris le fleuron, nous avons le record du monde, je répète bien, la SEC d'Abidjan a le record du monde de l'invincibilité. Je ne sais pas si vous connaissez et saviez cette information. Et ça, c'est un record qui sera loin d'être battu, croyez-moi. Plus de 125 matchs, je crois. Et moi, j'ai dû arriver à 110, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un vrai exploit. Ok. Donc, du coup, en parlant aujourd'hui de ce record et du temps que vous avez eu à passer à la SEC, votre regard aujourd'hui vis-à-vis de ce championnat que vous connaissez parfaitement, qu'est-ce qui manque à ce championnat? D'abord, on va commencer par là parce qu'on avait une question qui consiste, on allait généraliser la question, mais puisque vous avez déjà évoqué le cas, donc nous allons demander de cette invincibilité. Aujourd'hui, la SEC n'arrive plus à lever le pas. Et la SEC n'est plus la SEC qu'elle était avant dans les années 80-90, dans les années 2000. Est-ce qu'il y a une contre-performance ou peut-être cela est dû à notre formation établie au niveau de nos différents clubs en Côte d'Ivoire ou peut-être c'est la stratégie qui n'est pas bonne? Je vais répondre comme un professionnel. J'ai envie de dire, dans un premier temps, ce sont les moyens économiques qui permettent à un club de se pérenniser, à l'image de Real Madrid, de Barcelone, du PSG, du Bayern Munich. La différence, elle est faite sur le potentiel économique à pouvoir recruter les meilleurs joueurs. Et la différence, elle se fait sur la qualité des joueurs que nous recrutons. Et devant l'effet de l'offre et de la demande, il est évident que les clubs qui ont les meilleurs moyens, automatiquement récupèrent les meilleurs joueurs. On retrouve également cette problématique-là au niveau des jeunes, puisqu'il m'arrive souvent d'assister à des rencontres d'équipes nationales moins de 17 ans, moins de 19 ans. Et je suis parmi tous ceux qui sont là pour recruter les meilleurs joueurs. Et celui qui recrute le meilleur joueur, ce n'est pas le gars qui a l'œil. Parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on assiste à des rencontres de Coupe du Monde junior ou cadet, on est tous d'accord pour reconnaître le meilleur joueur. Oui. Et on est tous d'accord de dire que le meilleur joueur, c'est celui-ci. Justement. Et à l'arrivée, celui qui emporte la mise, ce n'est pas celui qui a l'œil ou qui a eu l'œil avant tout le monde. C'est celui qui a les moyens de le recruter. Donc, le pouvoir économique fait la différence. Et quand on parle de grands clubs comme le Real Madrid ou Barcelone ou la SEC d'Abidjan, si on veut le positionner au même niveau, il est évident que la différence, elle se fera sur le potentiel économique à pouvoir attirer les meilleurs joueurs. Et c'est ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, la SEC d'Abidjan souffre, puisque je suis bien placé pour le savoir, puisque j'entretiens toujours des relations avec le maître Roger Wagnin. Il est évident qu'aujourd'hui, la SEC d'Abidjan traverse économiquement de grands moments de difficultés qui font qu'ils sont en train de
de pallier au plus pressé et que malheureusement, ils n'ont pas les moyens peut-être de recruter les meilleurs Ivoiriens, peut-être pas les moyens de recruter les meilleurs étrangers qui pourraient venir apporter un plus, notamment lorsqu'on parle de Coupe d'Afrique, de la Champions League, etc. Et donc, le problème, il est essentiellement économique. Ce n'est pas un problème de concept, parce que le concept, il a été prouvé, la SEC d'Abidjan, par son organisation, ses infrastructures, la vision du président. Il y a tous les ingrédients pour faire un grand club. Mais si vous n'avez pas les moyens d'assumer les contrats pour faire venir les meilleurs joueurs, eh bien, vous êtes confronté à être un club tout à fait équivalent à tous ceux qui n'ont pas ces mêmes moyens. Donc, pour moi, c'est la première raison, c'est le pouvoir économique qui n'est pas suffisamment costaud pour pouvoir pérenniser la SEC d'Abidjan au plus haut niveau. Ok. Nyang, tu as une question? Je voulais intervenir. Alors, est-ce que moi je dis que c'est vrai qu'il y a il y a le poids économique qui est là, mais est-ce que c'est pas aussi une mauvaise stratégie que la SEC a mis en place? Parce que si on regarde aujourd'hui les joueurs que la SEC et Philippe Troussier a entraînés, et puis aujourd'hui qui sont sur la place internationale des grands joueurs, mais pourquoi ne pas créer une petite structure pour tous ceux qui sont partis à l'international, qui ont eu de l'argent, de reverser une partie de leur argent dans le club formateur pour pouvoir pérenniser les actions du club. D'accord. Voilà. Absolument, c'est sur des règles, des lois qui font que le club formateur bénéficie au cours du process qui amène le joueur à partir à l'étranger et éventuellement à aller dans d'autres clubs étrangers. Il y a effectivement des règles qui font que le club formateur se retrouve toujours bénéficiaire d'un certain nombre un pourcentage des transferts notamment. Donc ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, la SEC d'Abidjan ne peut vivre que lorsqu'elle vend. Parce qu'aujourd'hui, les finances, soit elles viennent en interne, à travers les recettes au guichet, mais on sait que les recettes au guichet, aujourd'hui, elles sont difficiles. Hein. Il n'y a plus les assistantes, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je me souviens le stade de Fouet-Boigny qui était plein à craquer, et qui était plein à craquer le matin du match à partir de 9h, lorsqu'il y avait un ASEC Africa, à 9h le matin, le stade était plein. Et la contenance du stade d'ASEC d'Abidjan, à l'époque, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était au moins 25-30 000, n'est-ce pas? Je crois que c'est 35 000 places. Voilà, donc aujourd'hui, il paraît que la SEC joue devant 1000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Même pas. Et ils ne jouent même plus au stade de Fouet-Boigny, ils jouent maintenant au stade Champ-Pro. Champ-Pro. Et moi, j'ai connu le Champ-Pro, figurez-vous, pour raconter une petite histoire. Moi, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 89, en novembre 89, moi, c'était la première fois que je partais à l'étranger, la première fois que je partais en Afrique. Donc, imaginez, j'arrive en Côte d'Ivoire. Et mon premier entraînement, je me souviens, je l'avais fait à 6h du matin. J'étais arrivé avec des procédés bien français, je voulais marquer mon territoire, etc. Et donc, j'avais dit aux joueurs, on va commencer à 6h du matin. C'était une façon pour moi de mettre un peu les montres à l'heure. Voilà, c'était une façon de dire aux joueurs, il faut arriver tôt, il y a un effort à faire. Et je me suis retrouvé au Champ-Pro à 6h du matin avec une trentaine de joueurs sur un terrain, à l'époque, qui était un synthétique, qui était un stabilisé, pas de super qualité, et avec 3 ballons, quoi. Et il a fallu que… Moi, j'ai appris mon métier d'entraîneur. Comment arriver à gérer un groupe de 30-35 joueurs avec très peu de matériel, très peu de staff, dans des conditions compliquées. Et là, je peux vous assurer que j'ai appris mon métier dans la gestion, dans la façon de concevoir mon métier. J'ai développé inconsciemment une stratégie de management qui m'ont servi ensuite à continuer mon boulot. Mais je peux vous dire que j'ai beaucoup plus appris mon métier, non pas d'éducateur, parce que quand on est entraîneur français, on nous forme à être un éducateur, on nous forme à des plans techniques, à des organigrammes techniques, à des planifications. Mais la notion d'entraîneur, c'est-à-dire la gestion d'un groupe, avec la notion de victoire, de succès, avec l'attente de la presse, l'attente des spectateurs, des fans. Et donc, l'essentiel, c'est de gagner le match. Et gagner le match, ça passe par effectivement du travail, de l'entraînement, mais pas de l'entraînement pour faire courir les joueurs, de l'entraînement pour mettre en place une équipe avec des codes,
des automatismes pour attaquer, pour défendre, avoir une psychologie pour les amener à se dépasser, pouvoir gérer les moments où ça ne fonctionne pas. Et tout ça, c'est ça le métier d'entraîneur. Et moi, j'ai découvert et j'ai appris mon métier d'entraîneur en Côte d'Ivoire. Et souvent, lorsqu'il m'arrive à faire des petites conférences comme ça avec des Européens, j'essaie de leur expliquer que cette destinée qui fait que la Côte d'Ivoire a été une destinée et que mon parcours mondial est passé par la Côte d'Ivoire, je les conseille à ne pas hésiter à vivre ces aventures. Le seul avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu la chance, moi, d'avoir des résultats. Et ces résultats, quand on est entraîneur, c'est ce qui vous donne votre autorité. Et parce qu'on a besoin de cette autorité, on a besoin de ce rapport de force qu'on a sur les joueurs, sur le président, et seule la victoire vous donne ce bulletin de santé. C'est votre bulletin de santé, c'est la victoire. Et c'est ce qui vous donne le moyen d'avoir cette autorité, je dirais, un peu autocratique. L'entraîneur, il a besoin d'être plus grand que les joueurs, il a besoin d'avoir un message qui est directif et un message qui est de haut en bas, sans discussion. Et on n'a pas besoin de feedback parce que l'entraîneur, il est censé connaître les solutions. Et on doit connaître les solutions. Même si on doute, ce doute, on ne doit pas le faire transpirer. On doit arriver dans le vestiaire quand on est mené 3-0 à la mi-temps. On ne doit pas arriver en disant « Putain, les gars, aujourd'hui, ça va mal se passer ». Non, vous êtes obligé d'avoir la face. C'est pour ça, quelque part, il y a un côté un peu acteur. Vous devez arriver avec la face de celui qui va trouver les solutions pour la deuxième mi-temps. Soit en touchant à l'équipe, soit en disant « Ok, il y a 3 joueurs qui sortent à la mi-temps parce que c'est le seul moyen de faire croire aux joueurs que peut-être on peut repartir sur une autre base. » Et de prier le bon Dieu pour qu'en deuxième mi-temps, les premières minutes nous permettent de revenir à 3-1. C'est ce qui peut permettre éventuellement de relancer la machine. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend lorsqu'on est sur le terrain, sur la réalité. Et donc, je peux dire que j'ai vécu tous ces moments-là en Côte d'Ivoire sous pression parce qu'il y avait une demande importante des supporters. Vous le savez mieux que moi, il faut gagner. Et nous avons eu la chance de gagner, mais je dois dire que cette victoire, elle est due aussi à la qualité du groupe qui m'avait été donné. Il faut se rappeler que quand je suis arrivé, je récupérais les Kassi Kouadio qui revenaient de France, les Abdoulaye Traoré qui revenaient de France, et puis des jeunes joueurs, Gadji Seli aussi qui revenaient de France, donc des joueurs qui avaient vécu en Europe, qui revenaient. Le président les avait mis dans de bonnes conditions économiques. Et puis, il y a eu ce premier match contre le Stade d'Abidjan qui fait qu'ensuite, la machine est partie. Et après, il y a eu un lien qui s'est tissé. On a été un peu chanceux sur certains matchs, mais c'est ce qui fait qu'on a fait une saison 89-90 en étant invaincu, en gagnant également la coupe Oufouette-Boigny. Et l'année d'après, nous avons obtenu la coupe UFOA. Et voilà, donc tout est parti un peu sur de la chance, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que cette notion de chance ou de bonne étoile, moi j'ai l'impression de penser que j'ai toujours une bonne étoile, mais la bonne étoile, elle est liée aussi à ma volonté de croire en mon concept, parce que le football est universel, il n'y a pas de méthode qui prouve que c'est la vraie réussite. Donc au niveau de la méthode, au niveau des résultats, il n'y a pas de vérité. En revanche, la vérité, c'est de croire au concept qu'on est censé transmettre. Et j'ai toujours cru à mon concept. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, j'en étais convaincu. Et être convaincu de ce concept, c'est surtout de convaincre les joueurs à le jouer, ce concept. Donc, le concept défense à plat, Philippe Troussier à 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. Cette défense à 3 à plat, eh bien, elle a fait mon histoire. J'ai toujours joué avec une défense à 3 depuis plus de 30 ans. Et les résultats que j'ai obtenus en Coupe du Monde, j'ai été champion d'Asie, j'ai été vice-champion du monde des moins de 20 ans, j'ai été 5e des Jeux Olympiques à Sydney, je suis arrivé 9e de la Coupe du Monde en 2002. Tous les résultats que j'ai obtenus, je les dois à ce passage en Côte d'Ivoire qui font que je ne me suis pas testé, mais en tout cas, j'ai vécu des moments qui font que j'ai été encore convaincu. Okay. Et toute l'histoire est partie de Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Donc là, par contre, c'est beaucoup d'enseignements, c'est beaucoup d'aventures, de vie, et c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de messages donnés à cette jeunesse.
enfin de croire en leur projet, de croire en leur concept. Donc, quelque part, vu l'attachement, vu, comment on appelle, le courage de la personne qui est en face de nous, je dirais plus ça. Et par contre, souvent est jugé peut-être de caractériel. Je préfère poser cette question à la personne en face. Pourquoi souvent certaines personnes disent que le sorcier blanc, il a un tempérament fort, il a un caractère fort. Cela est dû à quoi? Je pense que c'est un défaut de jeunesse. Et ce défaut de jeunesse, il est lié au fait qu'on ne connaît pas ce qui va se passer. Donc, on arrive avec des principes qui sont liés souvent à notre éducation, qui sont liés aussi à ce qu'on a appris lorsqu'on était joueur professionnel. Donc, on ne se connaît pas. On épouse la carrière d'entraîneur, on vient avec certaines certitudes. Et le caractère, il y a un peu d'ego, d'orgueil, il y a la volonté de ne jamais céder. Et puis c'est vrai que j'ai eu des réactions assez caractérielles, mais parfois même un peu primaires. Mais je pense que c'est lié à la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai 65 ans, j'ai du passé derrière moi, j'ai beaucoup de recul, j'ai la mémoire de l'évolution du foot depuis plus de 40 ans. Ça veut dire que je suis capable d'avoir évalué cette évolution du foot depuis 40 ans. Je fais face à des jeunes entraîneurs qui, eux, apportent de nouvelles idées. Mais j'ai la chance, par cette mémoire de l'évolution du football, de pouvoir anticiper et avec une marge d'erreur assez faible. Donc, c'est ma force aujourd'hui. Et ça veut dire que je suis devenu un sage. Est-ce que ce sage serait plus performant que ce jeune loup que j'étais, qui croyait en lui, et cette méconnaissance que j'avais à l'époque a fait ma force. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je serais trop, comme je connais les conséquences de n'importe quelle action, je serais capable peut-être d'être moins fort, d'être plus conciliant. Et donc, ce côté caractériel, cette fougue, elle est nécessaire dans la réussite. Parce qu'à un moment, il faut être un fou, quoi. Il faut être fou de prendre des risques. Et le risque, il est toujours payé par la victoire. Si vous prenez un risque et que vous ratez, ben, vous devez assumer. Et j'ai eu la chance qu'en prenant des risques, j'ai gagné. Mais je pense que ce côté caractériel, malheureusement, il est en moi. Et même si j'ai le sentiment de m'être assagi, je pense que je n'ai pas le sentiment d'avoir changé beaucoup à ce niveau-là. Je suis fait comme ça. Je suis fait comme ça, voilà. Et disons que je suis peut-être un peu plus rond qu'à votre époque, à l'époque, mais je pense que j'ai pas foncièrement changé. Et c'est ce qui fait ma force. Et puis finalement, ce côté caractériel, ça m'a donné le côté, on vient pas m'embêter, on va pas venir me interférer. Donc, si vous voulez, finalement, il vaut presque mieux être craint. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quand on a une position d'entraîneur comme je l'avais, comme je l'ai toujours, finalement, il vaut mieux être craint. Craint par les joueurs, craint par l'environnement, parce que vous avez toujours besoin de cette autorité. Et si vous êtes convivial, chaleureux, si vous partagez les soucis à droite, à gauche, vous perdez cette autorité. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais entraîneur à Marseille, j'ai découvert le football français. Et c'est assez compliqué dans la relation humaine. Eh bien, figurez-vous que cette autorité, je ne l'ai pas gagnée par ce caractère, je l'ai gagnée par la distance. Ça veut dire que plus vous êtes distant avec les joueurs, moins ils savent ce que vous pensez d'eux et moins, voilà. Donc, vous n'êtes pas confronté à régler les pipi caca que vous êtes confronté tous les jours entre celui qui a le Walkman dans les oreilles, celui qui vient avec la casquette, celui qui arrive en retard. C'est d'avoir délégué ce travail à un staff et la notion de délégation de tâches, hein, pas de pouvoir, mais une délégation de tâches qui permet à un staff de gérer les pipi caca des joueurs qui arrivent en retard, qui n'a pas envie de s'entraîner, qui a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, etc. Eh bien, moi, je prenais de la distance là-dessus. Ça veut dire que je voulais être la personne qui choisit les joueurs le jour du match, qui choisit la stratégie et qui est capable de modifier l'équipe lorsqu'on en a besoin. Et cette distance, vous en avez besoin au plus haut niveau. Et donc, voilà, donc cette notion de relation avec les joueurs, c'est très intéressant lorsqu'on est entraîneur. Il faut faire la différence entre
éducateur, entraîneur. Un entraîneur, ce n'est pas un éducateur. Un éducateur, c'est quelqu'un qui crée l'ambiance chaleureuse pour que les joueurs puissent répéter 10 fois un exercice en se trompant 9 fois. Un entraîneur a beaucoup plus d'exigences. Et puis l'entraîneur, s'il s'aperçoit que le joueur ne fait pas son boulot, il le change. C'est ça le rôle de l'entraîneur. Il met les meilleurs joueurs au moment précis. Et donc, ce métier d'entraîneur, je dirais que je l'ai bien appris en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Donc, il y a, comment on appelle, Dakouri qui vient de nous rejoindre. Dakouri qui est un jeune travaille avec le Bougon Football Club, qui est aussi dans tout ce qui est gestion de club et stratégie de club. Donc, raison pour lesquelles j'ai préféré qu'il soit aussi parmi nous. Donc, là, par contre, on est avec M. Philippe Troussier, voilà, Dakouri, pour le sorcier blanc. Voilà, pour moi, c'est le plus black des blacks. Donc, voilà. En tout cas, je suis le plus black des blancs. Non. Ça, c'est évident. Je suis le plus… Alors, je ne sais pas si je suis le plus black des blacks, mais je suis le plus black des blancs. Ok, d'accord. Non, le plus black des blancs, oui. Ça, c'est bien dit. Non, hein, je suis le plus black des blancs. Ouais. Plus black des blacks, non. Mais le plus black des blancs, Le black des oui. blancs, c'est… Non. C'est mon appellation personnelle à moi et je me l'accapare en fait. Donc, du coup, pour revenir sur l'anecdote Marseille, en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, on ne peut pas parler de l'Olympique de Marseille sans parler d'une personne qui a tendu, bon, je dirais plus qui a tendu la main à Philippe Troussier. Rejoins-moi, nous allons gérer le club qui était celui de Pape Diouf. Ouais. C'est lui. Le regretté. C'est lui qui m'appelle. J'étais au Maroc, je partais pour signer un contrat à Kobe au Japon. Et je reçois un coup de fil de Pape Diouf. C'était en novembre 2003. Il m'appelle, il dit « Philippe, est-ce que tu es prêt à relever le challenge de Marseille ?» Je tombais sur le cul, comme on dit en français. Est-ce que tu es capable de relever le challenge de l'Olympique de Marseille? Pape Diouf qui m'appelle. Donc, une situation comme ça qui vous arrive sur la tête, effectivement, dans un premier temps, je dis bien sûr. Et donc, je me sentais fort par mon passé, mais en même temps, je ne connaissais pas la France. Je ne connaissais pas le système français. J'allais arriver avec des méthodes, c'est vrai que un peu autoritaristes, parce que quand je dis autoritariste, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a un tel respect des joueurs, à l'écoute de l'entraîneur, qui fait que cette autorité, quelque part, elle est presque naturelle. Le joueur africain, il respecte le maître au sens de l'éducateur, du professeur. Et cette relation-là, elle est nécessaire dans la transmission d'un message. Et donc, indirectement, le fait d'avoir des joueurs toujours respectueux de l'entraîneur, quelque part, on peut parfois, malheureusement, peut-être dépasser sa fonction et on peut avoir une espèce de sentiment de condescendance et peut-être que des gens ont dit « ouais, mais lui, c'est le blanc, il se prend pour un blanc ». Mais ce n'était pas dans l'esprit, mais indirectement, on peut effectivement dire il assume une autorité, mais cette autorité, elle est nécessaire. L'entraîneur a besoin d'être un peu je dirais, le dompteur des lions. Voilà, il est dans une cage, il a des lions qui, à tout moment, peuvent le dévorer. D'accord. Et le dompteur, il est tout seul dans sa cage. Et il a 30 lions. Et ces lions peuvent le bouffer à tout moment. Et l'entraîneur, le dompteur, est capable de dire à un vieux lion « lève ta patte comme ça ». Et le vieux lion, imaginez le vieux lion qui est obligé de lever sa patte. Imaginez comme il doit être stupide. Mais il le fait. Il le fait parce qu'il a une autorité qui est reconnue. Et cette relation, j'aime bien la reprendre, cette relation avec le dompteur, avec ses lions, parce que c'est un rapport de force que vous devez avoir sur les joueurs. Mais pas un rapport de force au sens de l'autoritarisme. Non, non, non. Une autorité au sens de la compétence. Il faut que l'autorité, elle soit reconnue par les joueurs pour adhérer. Ce n'est pas l'autoritarisme d'un adjudant-chef qui oblige les joueurs à faire. Non, 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 ça ne marche pas. Il faut que cette autorité soit reconnue par les joueurs. Comme les lions reconnaissent l'autorité du dompteur, et ce qui explique que les lions, qui ont la force de le bouffer, eh bien, ils vont respecter
la scène qu'ils sont amenés à jouer. Donc, cette relation que j'ai développée en Côte d'Ivoire, je l'ai retrouvée ensuite. Au Nigeria, c'était un peu compliqué, mais j'avais cette autorité. Je me souviens, quand vous arrivez au Nigeria et que vous avez à gérer les Okocha, Amokachi, Akobori, Finidi, Okechukwu, Taribo West, Baba Yaro, Adepoju, Babangida, Ikpeba. Quand vous arrivez, petit Philippe Troussier, qui arrive au Nigeria, champion olympique 96, croyez-moi, vous avez intérêt d'être un dompteur, hein, parce que les lions, ils sont devant vous. Hein. Et ben, cette autorité, j'ai réussi à la gagner par mon autorité de compétence, par mon caractère, par ma façon d'être têtu sur certaines choses, d'être un peu plus relax sur d'autres. Et donc, ce sont des moments où, croyez-moi, il faut être costaud hein, quand vous gérez des clubs. Ensuite, je suis parti au Japon. Et au Japon, j'ai retrouvé la même chose. J'ai retrouvé une autorité où j'étais un véritable metteur en scène, parce que j'ai parlé de dompteur, mais je pourrais aussi parler du metteur en scène. Ça veut dire du chef d'orchestre qui a 40 musiciens. Et dans ces 40 musiciens, vous avez Jimi Hendrix qui veut, lui, faire un solo de 40 secondes parce que sous prétexte qu'il est capable, à lui tout seul, d'être le champion du monde de son solo et que moi, je vais lui dire « Non, Jimmy, tu ne vas pas jouer 30 secondes parce que tu me fous dans la merde. Tu vas jouer simplement 1 seconde parce que le thème qu'on doit jouer, ce n'est pas que toi, tu me fasses 40 secondes. Tu dois absolument te soumettre aux modalités collectives que moi, je vais t'imposer pour que ensemble nous puissions réussir le pourquoi on est là. » Donc, l'objectif de l'entraîneur ou l'objectif des joueurs, ce n'est pas de se la jouer pour être l'unique joueur qu'on doit reconnaître. Non, vous êtes dans le partage, les gars. Vous êtes dans l'écoute. Et mon rôle à moi, c'est que chacun fasse son boulot pour qu'à la fin, l'unité puisse gagner. Donc, cette relation que vous avez avec les joueurs, c'est cette relation-là qu'il faut avoir régulièrement parce qu'on parle d'un jeu collectif. On ne joue pas pour mettre en valeur Okocha ou mettre en valeur Mokachi. Non, non, non. Okocha, Mokachi doivent se soumettre à des modalités collectives pour qu'on fasse gagner l'équipe. Donc, cette relation, vous avez besoin d'une autorité. Cette autorité, il faut la gagner par votre compétence. Et c'est là que j'ai appris. Quand je suis arrivé en France, j'ai été confronté à une autre relation avec les joueurs. Là, il fallait que je dise aux joueurs que je les aime. Il fallait que je leur dise « Mais non, t'es bon, rassure-toi ». Les joueurs inquiets, des joueurs qui ont besoin que leur entraîneur qui les caresse sur la nuque. L'autorité de l'entraîneur. J'avais besoin d'être un psychologue. J'avais besoin, avant les matchs, de rassurer mes joueurs. Je ne pouvais plus avoir cette relation directive. J'ai découvert un autre boulot. Et c'était un boulot aussi où je devais m'adapter. Mais c'est encore autre chose. C'est une autre cuisine. Oui, là j'avoue, parce que après, au vu de toutes les formations qui se font dans les différents districts, dont j'ai eu moi-même l'occasion d'assister à pas mal de formations dans les districts tels que le district de Val-de-Marne. D'abord, dans un premier temps, c'est l'aspect sécuritaire qui compte. L'aspect sécuritaire, même le verbe, même tout ce que tu dois dire à tes joueurs, tout est contrôlé. Donc, c'est un autre monde entre l'Afrique et l'Europe. Donc, si on doit rentrer, on reste dans notre vif du sujet. Donc, sachez une seule chose, que nous sommes avec le sorcier noir, M. Philippe Troussier. Non, le sorcier blanc. Le sorcier blanc. Voilà, moi je préfère avoir ce côté. Mais j'étais plutôt le sorcier rouge, parce qu'en Côte d'Ivoire, avec le soleil, j'étais surtout le sorcier rouge. Je préfère avoir le côté décalé. Donc, à un certain moment, lorsqu'on vous a écouté, je vais revenir sur une parenthèse franchement très importante. Le jour où vous débarquez à Abidjan, pour les enfants, les jeunes de notre génération et les enfants actuels, ils se diront que lorsque Philippe Troussier est arrivé à Abidjan, il était à sol béni, tout était bien pour lui, tout était carré quoi, en fait. Mais en vous parlant et que mais vous... Mamadou, avant que j'arrive en Côte d'Ivoire, je prends un avion UTA. Oh. Ça n'existe plus. Et je suis dans l'avion. J'avais jamais pris l'avion. Hein. J'avais dû aller en Angleterre une fois dans ma vie. Et il y a l'hôtesse de l'air qui vient me voir. Elle me dit « Monsieur Troussier, c'est vous ?» Je dis « Oui, c'est moi. Vous avez un coup de téléphone. »
Je dis quoi? J'étais dans Dans l'avion. l'avion? Et il me dit, vous avez un coup de téléphone. Allô, Touchier, on t'attend. Donc, c'était Roger Wélien qui me disait qu'on m'attendait. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, la délégation qui m'attend, c'est Ouattara-Ego, c'est Diango Senou, c'est Idriss Diallo, c'est Djibo. Malheureusement, il est mort. Djibo, c'était le copain intime de Roger Wélien. Ça, c'était le clan de Roger. Et je suis attendu en bas de l'avion, avec tous les honneurs, par ces 5 personnes qui m'ont accueilli vraiment en grande pompe. Et c'est là qu'ils m'ont mis à l'Hôtel Ivoire. Donc imaginez, j'arrive à l'Hôtel Ivoire avec cette enveloppe humide qui m'enveloppait, parce que quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, la première chose que vous ressentez, c'est l'enveloppe humide de l'atmosphère. Et moi, j'arrive à l'Hôtel Ivoire, ce merveilleux hôtel, et je rêvais de me retrouver. Et en plus, 2 jours après, j'assiste à un concert comment il s'appelle? J'ai pas le son nom, aidez-moi, là, le plus grand chanteur ivoirien, Louga François? Alpha Blondy. Alpha Blondy, ok. J'assiste 2 jours après au Télévoir à un concert d'Alpha Blondy. Mais je rêvais. Les moments que je vivais à ce moment-là, ça a été magique pour moi. J'ai été comment dire, imprégné par cette atmosphère africaine. Et c'est marrant parce que ma mère me disait que lorsque j'avais 10 ans, je voulais un petit frère noir. Elle savait voir pourquoi. Elle me disait, mais tu sais que quand tu avais 10 ans, ma mère attendait un enfant, le 3e. Elle me disait, et moi je lui disais, maman, je voudrais un petit frère noir. Donc je n'avais pas encore compris à l'époque le mécanisme pour avoir un petit frère noir. Eh bien, voilà, je pense que l'Afrique a été dessinée pour moi. Je pense que c'était dessiné pour moi. J'étais obligé. Un destin croisé avec l'Afrique. Nous sommes dans l'ère d'une nouvelle prise de conscience sur notre football africain. Est-ce qu'il a évolué? Oui. Le football africain, c'est-à-dire le football que l'on parle en Afrique, il a évolué par la connaissance des gens, ne serait-ce que d'être avec les réseaux sociaux, avec les télévisions internationales, de pouvoir vivre le football international, donc d'être au courant de ce qui se passe. Et là, je parle bien sûr des femmes, des jeunes Ivoiriens qui ont 10-12 ans, qui sont capables de se retrouver au maquis pour aller voir un match de Champions League. Donc, ils vivent le football à travers les médias, à travers les télécommunications. Donc ça, c'est un élément qui font que le gamin est au contact du football. Ce contact est amélioré par la famille, le tonton, le cousin qui va lui expliquer des choses, etc. Donc, les enfants vivent dans le milieu de foot et indirectement, ça nourrit les connaissances des enfants au contact du football. Vous avez les jeunes générations d'Ivoiriens qui veulent devenir entraîneurs. Ils ont les moyens aussi de prendre connaissance des informations sur la préparation physique, sur les programmes techniques. Donc, il y a beaucoup de lectures qui sont faites là-dessus. Donc, si vous voulez, les gens se forment indirectement. Les fédérations sont mieux organisées pour effectivement mettre en place des projets de rassemblement de jeunes qui veulent devenir éducateurs numéro 1, numéro 2, etc. etc. Vous avez bien sûr les gouvernements qui investissent dans des infrastructures parce que l'idée de dire on va faire une Coupe d'Afrique, on va organiser une Coupe d'Afrique, on va essayer de mettre en place une équipe. Donc tout ça, ce sont des éléments associés qui font que le football ivoirien, même s'il fait face, et on va sûrement en parler, de management avec des gens qui n'ont peut-être pas la volonté de cibler exactement les besoins, mais le football africain, bien sûr qu'il évolue. Il évolue, mais ce qu'il faut dire, c'est que les autres nations aussi évoluent. Donc, est-ce que le football africain a rattrapé le gap entre les nations qui évoluent? Le Qatar évolue, l'Arabie Saoudite évolue, le Vietnam évolue, la Thaïlande évolue, le Burkina Faso, je suis bien placé pour le savoir, évolue. Donc aujourd'hui, tout le monde évolue. Et c'est plus facile d'évoluer lorsqu'on est petit que lorsque l'on est grand. Lorsque l'on est grand, il faut maintenir ça. Alors, si maintenant on regarde les équipes nationales,
l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale du Nigeria, l'équipe nationale du Ghana, du Sénégal, du Cameroun, je dirais qu'à 90%, ce sont des joueurs africains qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Des joueurs africains qui sont donc censés défendre les couleurs de leur pays, pour certains qui ne sont même pas nés en Afrique, mais qui ont la nationalité et la légitimité de pouvoir défendre les couleurs de leur pays. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quand on regarde ces pays-là, 90% des équipes nationales africaines, les joueurs sont issus de l'étranger. Alors, pourquoi de l'étranger? Parce qu'on part du principe que le football européen a peut-être plus d'exigences, que les championnats européens ont plus d'exigences, que les entraîneurs ont plus de connaissances. C'est ce qui fait qu'un joueur ivoirien qui joue à Chelsea, a priori, dans le concept, dans la mentalité, dans les efforts, on va partir du principe qu'il a plus de dispositions pour jouer en équipe nationale. Et maintenant, c'est de savoir, est-ce que ce joueur qui vient de Chelsea sera plus efficace quand on jouera le Bénin, ou est-ce que le joueur local, qui effectivement peut-être sera plus approprié à jouer contre le Bénin, est-ce que quand on jouera l'Allemagne ou la France, est-ce que ce n'est pas aussi le joueur de Chelsea qui sera plus à même de jouer contre l'équipe de France? Donc tout ça, c'est un grand débat, et je le connais bien, ce grand débat, entre ceux qui choisissent les internationaux et ceux qui choisissent le locaux. Je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre, parce que quand on est entraîneur national, on est un peu un politicien. C'est-à-dire qu'on doit construire une équipe où le peuple se reconnaît. Et puis finalement, une équipe nationale de 23 joueurs, est-ce que c'est les 23 meilleurs joueurs? Je dis non. Une équipe, ça tourne autour de 13-14 joueurs. Voilà. Si demain, je vous demande à tous les trois, faites-moi la meilleure équipe de Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'à 1 ou 2 jours près, vous allez faire la même équipe. Mais vous allez hésiter entre lui et lui, puis lui et lui. Donc, quand on va associer avec ceux avec qui vous avez hésité, vous apercevez que le groupe, c'est un groupe de 15 ou de 16 joueurs. Voilà. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est 16 joueurs. Je commence avec lui, mais je pourrais commencer avec lui. Je commence avec lui, mais je pourrais commencer avec lui. Donc, l'équipe nationale tourne autour de 16 joueurs. Maximum. Donc, ce qui veut dire que le 17, le 18 et le 19e, le 20e sont des joueurs qui doivent avoir un statut de remplaçant. Donc, si on met Drogba remplaçant, vous avez compris que ça va poser des problèmes. Donc, Drogba, soit il est dans les 15, en sachant qu'il va jouer, mais peut-être qu'il ne va pas jouer. Mais si on a besoin d'un remplaçant, on ne va pas mettre Drogba, parce que déjà, il ne va pas vouloir s'échauffer, ça va l'emmerder de s'échauffer. Donc, il faut trouver des joueurs 16, 17, 18, 19, des gars à qui on va dire il reste 3 minutes à jouer, va t'échauffer. Et le gamin, il faut qu'effectivement, on ait le sentiment que lorsqu'il va rentrer, il va faire la différence. Et puis après, vous avez le 21e, le 22e, le 23e, celui qui ne va jamais jouer. Ça, il faut le savoir aussi. Je suis bien placé, j'ai fait 2 Coupes du Monde et je me suis occupé de 8 équipes nationales. Donc, je sais de quoi on parle. Et donc, c'est ça une équipe nationale. Et donc, c'est le problème du Sénégal. Le Sénégal, quand ils appellent en match amicaux les 23 Sénégalais, le 23e, c'est un gars qui joue au Bayern Munich. Le 22e, c'est un gars qui joue à Chelsea. Donc, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit non, prends les 16 meilleurs, mais le 17, le 18, le 19e, essaie d'avoir une politique de prendre un gars du Djaraf ou un gars de la SEC d'Abidjan. C'est là qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre ce groupe premier pour jouer, ce groupe deuxième qui va jouer la politique de la nation, où les peuples vont se reconnaître, et puis aussi motiver les clubs, parce que quand moi je suis président d'un club et qu'on me prend un joueur local, ça m'encourage à continuer à investir. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont mises sur la table à débattre. Mais voilà un peu l'histoire d'une équipe nationale. Est-ce que aujourd'hui, réellement, votre entrée au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle s'est faite de manière simple ou elle s'est faite de manière difficile? Parce que peut-être vous étiez avec, je crois, si je ne me trompe pas, avec l'entraîneur EFIM, Yo Martial. Yo Martial. Avec Yo Martial. Non, bon, il y avait une volonté du peuple, il y avait une volonté de tout le monde. Déjà en 92, lorsque la Côte d'Ivoire part au Sénégal, déjà il y a un putsch. Le ministre Dibi m'appelle, il me dit tu prends l'équipe.
tu prends l'équipe. Donc déjà, il y avait eu un putsch du ministre à m'imposer au niveau de l'équipe nationale en 92. Et quand je dis 92, 2 semaines avant de partir à Dakar. Et là, ce qui est marrant, ce sont les joueurs qui ont protégé Léo Martial. Ça veut dire mes propres joueurs. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'en 92, 80% de l'équipe nationale, c'est les joueurs de la SEC. Et donc, c'est pour ça que, comme nous, on gagnait tout le monde pensait que Troussier doit absolument prendre l'équipe nationale. Donc, il y avait eu une espèce de lobbying des médias, etc., pour que je prenne l'équipe nationale. Et finalement, lorsqu'ils ont voulu me mettre, eh ben, les joueurs ont dit non. Et je trouve que c'est la meilleure des solutions. Les joueurs ont dit non. Et les joueurs qui ont dit non, c'est Gadji Seli, c'est Kassi Kouadio, c'est Abdel Traoré. On dit non, on ne prendra pas Troussier. Yo Martial est avec nous. Et à l'arrivée, ils ont été champions d'Afrique. Et ils ont été champions d'Afrique avec le concept de la SEC d'Abidjan. Ok. Avec les joueurs de la SEC d'Abidjan. Mais ce n'est pas moi qui ai été champion d'Afrique. Mais quelque part, je suis bien placé pour savoir que lorsqu'on est entraîneur national, les premiers assistants d'un entraîneur national, ce sont tous les clubs. Parce qu'une bonne équipe nationale, c'est le fruit de la bonne santé des clubs. Quand vous avez des clubs qui sont sains, des clubs qui fonctionnent bien, croyez-moi, l'équipe nationale, elle en récupère les fruits. Et donc, la SEC a participé, l'Africa a participé à cette victoire de 1992. Et moi, j'ai eu ma fierté d'assister à cette grande finale et puis cette belle victoire, et en sachant qu'il y avait 7-8 joueurs de la SEC d'Abidjan qui jouaient. Mais à l'arrivée, c'est Yo Martial, par sa bonhomie, par sa qualité, qui a réussi à créer cette fusion qui fait que les joueurs se sont pris en responsabilité, parce que les joueurs se sont pris en main. Et je me souviens avoir été à Dakar. Je me suis même permis d'aller les voir pendant entre quelques matchs. J'étais bien accueilli, mais bon, c'est Yo Martial qui a fait le bon boulot. Donc, voilà comment ça fonctionne une équipe nationale. Ok. Donc, pour revenir à votre question, donc il y avait eu donc un premier approche en 92. Ensuite, en 93, c'était une année spéciale parce qu'on se fait éliminer, je dirais, en demi-finale de la Champions League avec la SEC. Et donc là, il y a une grande cassure avec l'attente, parce que les gens pensaient qu'on allait pouvoir aller en finale et on aurait mérité d'aller en finale. Mais bon, le football, vous savez ce que c'est. Et donc là-dessus, la fédération en profite de ce moment-là pour me faire une proposition. Je me souviens, c'est Jacques Anouma qui monte à Paris. Je suis à Paris. Et donc je signe avec. Mais Roger était contre ça. Donc Roger, déjà, il n'était pas content de ça. Et puis finalement, moi, je me suis retrouvé entraîneur national. Guéguerre entre Zinsou et Roger. Donc, j'étais dans une situation où, franchement, je ne peux pas dire que la SEC et l'Africa m'ont aidé. Ils ne m'ont pas aidé. Je me suis retrouvé tout seul à la tête de cette équipe avec mon caractère, comme vous pouvez le dire, mon caractère, mes défauts, mon manque de diplomatie, mes exigences. Et c'était la première fois que j'étais entraîneur national. Et quand on est entraîneur national, effectivement, il faut être exigeant sur le terrain. Mais quand vous êtes en dehors du terrain, il faut faire preuve de beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de diplomatie. Et moi, quand j'étais en dehors du terrain, j'étais toujours l'entraîneur fougueux qui exigeait des moyens, qui n'avait peut-être pas la meilleure communication pour pouvoir obtenir des réponses. Et donc, voilà, c'était pas une situation agréable pour moi, mais en même temps, nous gagnions. Quand la FIF décide de me virer, je suis premier du groupe. Je suis premier du groupe de la Coupe du Monde pour aller aux États-Unis. Premier devant le Nigeria et nous sommes premiers devant l'Algérie. Et je suis invaincu. Il faut que vous sachiez que moi, j'ai été invaincu pendant 4 ans avec la Côte d'Ivoire. Je n'ai perdu aucun match. Ça, il faut le reconnaître. J'ai été viré de la Côte d'Ivoire en étant invaincu premier du groupe. Et pourquoi ça? Parce qu'on me reprochait de ne pas faire jouer les joueurs internationaux. Je ne faisais pas jouer Tihi, qui était le meilleur buteur de la France. Je ne faisais pas jouer Otokoré. Je ne faisais pas jouer Djabi Sekana. Je ne faisais pas jouer Youssouf Fofana. Je faisais jouer mes locaux. Je faisais jouer Abdoulaye Traoré. Je faisais jouer
Kassiko, je faisais jouer Gadjiseli, je Mais faisais jouer. pourquoi ce choix? Et je ne faisais jouer aucun professionnel. Et ça leur plaisait pas. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que la meilleure équipe, c'est pas l'association des individualités. La meilleure équipe, c'est un travail de laboratoire. C'est la mise en place d'un projet. C'est la mise en place d'une philosophie de travail, d'une stratégie. Et ces choses-là, on ne peut les développer que lorsqu'on est en contact au quotidien. Et moi, j'avais la chance qu'en étant entraîneur de la SEC, en étant présent en Côte d'Ivoire, je savais que j'avais une équipe pour pouvoir répondre à mes besoins. Et on bat l'Algérie, on bat le Nigeria avec des joueurs locaux. Même si c'est Joël Tilly qui marque contre l'Algérie, Joël était remplaçant, je le fais rentrer et il marque le but. Donc, pour moi, je ne faisais pas une affaire de professionnels ou de locaux. Mais c'est vrai que les locaux, pour moi, avaient un grand avantage. Mais par contre, je reviens sur la question, le fait de mettre Joël Tilly sur le banc, est-ce que c'était pas une manière de mettre beaucoup plus de pression à ces joueurs pour les faire comprendre et les remettre en connaissance de cause que réellement vous avez votre place là, mais tant que je ne vois pas la détermination dans votre jeu, dans les yeux, je ne peux pas vous aligner au fait. Est-ce que c'était pas une stratégie du sorcier? Parce qu'aujourd'hui, Mourinho qui utilise un peu ces genres de stratégie. Voilà, si je me trompe. Non, moi j'adorais Joël. Joël, c'était un super joueur et je m'étais battu, je me souviens, lorsqu'on va jouer en Algérie, il y a le président Huro, il me dit Philippe, Joël, il ne peut pas venir. On était en stage au Maroc et on allait jouer en Algérie à Tlemcen. Pourquoi à Tlemcen? Parce que le match à Alger avait été annulé. C'était l'époque du FIS. Vous vous rappelez cette guerre interne qu'il y avait en Algérie, donc on ne pouvait pas jouer sur Alger. Donc le match était joué à Tlemcen. C'est ce qui avait expliqué que j'avais décidé de faire un stage au Maroc. Parce que Tlemcen, c'était à la frontière marocaine. Donc, j'ai dit, on va se préparer tranquillement à Casablanca. Et puis, on va transiter à Oujda. Et à Oujda, on ira en car jusqu'à Tlemcen. Donc, c'était très bien passé. Et je me souviens d'avoir une communication avec le président Huro de Havre. Il m'a dit, Philippe, on a un match mercredi. On a un match mercredi et on voudrait que Joël joue il jouait contre le PSG, je crois. Et ne vous inquiétez pas, le joueur arrivera jeudi à Casa et vous pourrez jouer avec lui samedi. Et moi, j'avais refusé. J'avais dit, je suis désolé, mais je veux que le joueur soit là lundi. Et c'est assez compliqué parce que vous êtes toujours confronté à ce genre de demande. Moi, j'ai eu des problèmes avec Babangida lorsqu'il jouait à l'Ajax Amsterdam. À l'époque, l'entraîneur, c'était Van Gaal. Et lui, Van Gaal ne voulait rien laisser entendre. Et souvent, j'ai fait valoir la règle de la FIFA en disant, je suis désolé, mais le joueur, il est là demain. Point à la ligne. Et ces rapports de force-là, je les ai eus après avec Capello, lorsque j'avais Nakata qui jouait à la Roma et avec l'équipe nationale. Les entraîneurs de club ont tendance un petit peu à faire les maîtres. Et surtout lorsqu'on est entraîneur africain ou entraîneur japonais. Ils ont tendance à user de leur pouvoir en pensant que les équipes africaines sont des équipes de second rôle. Et donc, j'ai toujours essayé, moi, d'imposer cette règle en étant très fort. Et que les Blancs, entre guillemets, soient respectueux. Et ça, c'est des notions que j'ai toujours défendues et que je défends toujours d'ailleurs, d'abord par rapport aux règles de la FIFA, mais aussi en tant que personnalité, en sachant malgré tout qu'il vaut mieux négocier que d'imposer. Et donc, ma première démarche, quand je suis entraîneur national, c'est de discuter avec les clubs, de les rencontrer, de les visiter, et effectivement de trouver un équilibre entre les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales. Et je pense qu'entre entraîneurs de bonne intelligence, on peut trouver facilement des solutions. Donc, pour revenir à votre question sur Joël, non, je crois que si je ne sais plus, il faudrait revoir les statistiques, mais je pense avoir commencé avec Abdoulaye. Et comment il s'appelait ce grand attaquant là, qui a joué après à l'Africa, qui a travaillé avec la fédération? Begré Yago? Non. Le grand attaquant qui a longtemps travaillé à la fédération après.
qui a joué à l'Africa, l'avant-centre de l'Africa de l'époque, un grand. C'est pas Cassie, c'est pas Cassie Quadio, Non, c'est non, 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 non. Comment il s'appelle bon, Ahmed Ouattara. Voilà, Ahmed Ouattara. Ahmed Ouattara. Ahmed Ouattara, j'avais fait jouer devant, je ne sais plus quoi, mais on jouait avec Ahmed Ouattara, avec Magui, Ahmed Qui sait Ouattara, jamais. Magui. Mais je pense que mon choix, euh, quand on fait jouer Ahmed Ouattara et Abdoulaye Traoré, il est évident qu'on est à la maison. Vous avez un apport des fans qui est important. Il faut savoir ça aussi, qu'on doit jouer aussi sur cette carte-là, la carte de l'apport que peut apporter le peuple, le public dans un stade. Et quand vous mettez un Abdoulaye Traoré contre le Nigeria avec un Ahmed Ouattara, il est évident qu'un Joël Tihi, bon, il était français, c'est un super joueur, peut-être meilleur que Abdoulaye, en tout cas sur les critères peut-être de professionnalisme, de discipline. Mais la présence d'Abdoulaye dans un stade de Felboani plein contre le Nigeria, je peux vous assurer que ce sont des critères qui font pencher la balance. Et je trouvais qu'un Joël Tihi, pour les 30 dernières minutes, par justement ses qualités de discipline, surtout si on devait un petit peu subir, je pensais qu'il allait beaucoup plus nous apporter tactiquement. C'est ce qui a expliqué, que Joël était rentré en cours de match. Mais je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça, mais c'est vrai que la présence d'un Abdoulaye, et franchement, vous savez très bien que Abdoulaye, je l'ai embêté. Hein, je ne lui ai fait jamais de cadeau à Abdoulaye. Hein, je lui ai toujours été très exigeant. Mais là, je savais que sur un match comme ça, il allait faire la différence. Et on ne s'est pas trompé. Hein, on bat le Nigeria 2-1. Le Nigeria qui s'est ensuite qualifié pour la Coupe du Monde et qui a fait une très bonne Coupe du Monde. Mais sachez qu'on avait fait une super Coupe du Monde éliminatoire à cette époque-là. bah, d'accord. En parlant d'Abdoulaye Traoré tout à l'heure, c'est des anecdotes qui sont tellement riches en termes de ce qui se dit en dehors du stade, ce qui se dit dans le petit café d'Abobo, d'Adjamé, à Abidjan, et même avec, comment on appelle, certains compatriotes qui vivent à l'étranger, qui disaient qu'Abdoulaye Traoré, il manquait de rigueur aux entraînements et qui ne Oui. respectent pas certains horaires. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites autour de tout ça, puisque aujourd'hui, je peux être en face de l'acteur principal qui connaît mieux la personne, qui pourra mieux nous éclairer sur cette question. C'est un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste. Le football moderne veut que les joueurs attaquants puissent revenir défensivement, qu'ils aient un travail de replacement, etc. Donc, c'est vrai que quand on est un attaquant moderne et que le football, c'est quand même, on a le ballon et on le perd, et que le football, c'est une alternance de possession de balle et de défense, sauf si on s'appelle Barcelone, où on peut penser qu'ils ont 80% le ballon. En général, c'est du 50-50. Donc, il est évident qu'on demande aux attaquants d'avoir une part de travail en ce qui concerne la récupération du ballon, comme on va demander aux défenseurs d'avoir une part de travail pour apporter leur soutien pour marquer des buts. Donc c'est un ensemble, c'est un ensemble, et plus le niveau est exigeant et plus on a besoin de jouer à 11, quoi. On ne peut pas se permettre des joueurs qui marchent sur le terrain, etc. Donc c'est vrai qu'Abdoulaye n'avait pas les capacités ou les potentialités physiques d'assumer des efforts défensifs, de replacement, de pressing. Donc, il fallait trouver une organisation qui permette de réduire au maximum la charge défensive, tout en lui demandant quand même au moins de se replacer pour boucher une zone, etc. Et de lui demander d'avoir un rôle beaucoup plus percussion, offensif, etc. Donc, ça nécessitait que moi, dans mon organisation, je tienne compte de ces éléments-là. Mais si je prends la décision de dire je commence avec Abdoulaye, ça veut dire que déjà, je joue sur le fait que le Nigeria joue à l'extérieur. Donc, la tactique veut qu'une équipe qui joue à l'extérieur, eh bien, finalement, elle a tendance un petit peu à vous attendre. Donc, elle est en position de recul. C'est une équipe qui veut peut-être bien défendre, pas prendre de but, parce qu'à l'extérieur, un match nul est toujours plus intéressant.
Donc, je profite aussi souvent de la stratégie de l'opposition pour se dire, finalement, comme ils ne vont pas jouer, eh bien, on va pouvoir jouer beaucoup plus offensivement. Et c'est ce qui explique que Abdoulaye a été titulaire d'entrée parce que à lui tout seul, déjà, il revêtait il incarnait quand même le danger. Et donc, ça a réussi. Et la victoire fait que j'ai fait le bon choix. Hein. C'est toujours quand on gagne qu'on a le sentiment qu'on a fait le meilleur choix. Mais ça n'empêche pas que Abdoulaye Traoré, on ne peut pas dire qu'il avait des capacités à assumer des efforts défensifs. C'est ce qui peut expliquer également qu'il n'a pas eu de succès en France, hein, parce que ne pas oublier qu'il a quand même été à Metz, il a parti en première division à Metz, et qu'il avait donc il avait été détecté pour remplir cette responsabilité, et que finalement ça n'a pas réussi. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons, peut-être des raisons d'adaptation. C'est pas évident pour un Africain qui arrive en France, en plus dans l'est de la France, problème de nourriture, problème de culture, problème de rapport humain, toutes ces choses-là sont des éléments qui peuvent contrarier un joueur africain. Ok, d'accord. Donc là, par contre, vous voyez très bien, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de compréhension et on arrive à beaucoup plus s'éclairer sur le football ivoirien, sur son avancement, sur son évolution, sur les hommes qui ont marqué cette époque et qui continuent aussi de marquer notre football. Donc là, par contre, je vais continuer aussi sur la seconde question parce il y a plusieurs éléments qui ont été quand même bien éclairés par le sorcier blanc. Voilà, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Donc, la deuxième question, c'est-à-dire, êtes-vous d'avis que le football africain a besoin d'une véritable révolution? Êtes-vous d'avis? Non. D'accord? On a parlé de son évolution. En retour, on a eu aussi à voir comment on appelle certains changements, certaines fédérations qui n'arrivaient plus à décoller, certains championnats qui n'arrivent plus aussi à voir le jour tel que durant votre époque. Peut-être aussi dans votre explication, vous avez parlé des l'engouement qu'il y avait auparavant. Vous pensez que réellement, on en a besoin de ça ou pas? Alors, c'est quoi l'objectif? On a tendance à juger le football en général par rapport à l'équipe nationale. Donc, si l'équipe de France est championne du monde, on va toujours penser que le processus qui a amené les joueurs à être champions du monde, c'est le développement du football français, la politique nationale du football français, etc. Donc, on a tendance à juger le football africain par son équipe nationale. Et si demain la Côte d'Ivoire est championne du monde, on aura tendance à penser que c'est lié effectivement à l'histoire des joueurs qui sont nés en Afrique ou qui ont travaillé en Afrique, etc. Donc, si on doit se concentrer sur les résultats de l'équipe nationale africaine, il est évident, sur ce que je disais tout à l'heure, que 90% des joueurs jouent à l'étranger. Ces joueurs, ce sont des Africains qui donc possèdent des capacités musculaires, de puissance, de vitesse, et je dirais qui culturellement baignent dans un environnement, je dirais, de chaleur, avec une éducation particulière qui est liée à l'Afrique. Même une famille qui vit à Bruxelles ou à Paris, elle va bénéficier de codes, de repères ethniques, culturels, qui font que ce sera un joueur africain. Et les joueurs africains, inutile de les présenter, mais ils possèdent des capacités, des potentialités physiques, physiologiques hors du commun. Ça, ce n'est pas à moi de le dire, c'est prouvé. Et en ce qui concerne le foot, il est évident que ces qualités d'explosivité, de vitesse, de puissance, d'agilité, de coordination font que les joueurs africains possèdent des ingrédients au plus haut niveau. Alors, ce qui manquait souvent chez les Africains, c'était la discipline et l'éducation de l'apprentissage du football. Le fait d'être en Europe
Ils sont donc confrontés à des programmes techniques, ils sont confrontés à une évolution des techniques d'entraînement qui font que l'enfant va devenir discipliné, qui va développer une intelligence tactique et avec ses qualités physiques, évidemment, sera un joueur performant. C'est ce qui explique aujourd'hui que les meilleurs joueurs dans le monde sont des joueurs africains. On pourrait en citer des dizaines. Et ce sont souvent ceux qui font les belles heures des équipes européennes. Donc, ces joueurs africains, il faut les rapatrier au pays pour qu'ils appartiennent à l'équipe nationale. Donc, sur le plan potentiel, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, qu'une équipe africaine peut gagner une Coupe du Monde. Et là, je parle en termes de qualité individuelle, parce qu'il y en a un qui joue au Bayern, un autre qui joue à Chelsea, un autre au Paris Saint-Germain, un autre qui joue à Barcelone, un autre au Real Madrid, un autre à l'Inter Milan. Donc voilà. Donc l'équipe de Côte d'Ivoire a la prétention de pouvoir se dire, nous avons à peu près une 25-30 joueurs qui sont formés, qui sont nés, qui sont éduqués, qui jouent en Champions League, qui jouent dans les grands championnats. Donc individuellement, ces joueurs ont les potentiels de constituer une meilleure équipe. Okay. Donc se pose le problème, qui va être le leader de réunir tous ces gamins sur le territoire africain? Et le territoire africain, c'est quoi? C'est retrouver un pays qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est d'être dans un environnement qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, surtout si on n'y est pas né, c'est d'arriver à offrir aux joueurs des services d'accueil à l'aéroport, à l'entraînement, à l'hôtel, dignes de ce que eux sont censés vivre tous les jours, donc de l'exigence, du professionnalisme, de la rigueur. Et donc, il faut arriver à créer, pendant les 3-4 jours où les joueurs sont à la disposition de l'équipe nationale ivoirienne ou sénégalaise, de trouver les moyens de créer et d'offrir aux joueurs les mêmes services d'exigence avec une autorité où le joueur va craindre son entraîneur. C'est ce qui peut expliquer parfois qu'on a tendance à prendre des entraîneurs étrangers en Afrique, non pas par incompétence, parce que je connais beaucoup d'entraîneurs africains qui ont largement les compétences de n'importe quel entraîneur au monde, mais pour des raisons ethniques, un blanc est censé soi-disant être plus autoritaire ou plus reconnu. En gros, c'est ça. Et quand un joueur de Chelsea qui descend en Côte d'Ivoire et qu'en face de lui, il a Hervé Renard ou il a Alain Giresse ou un entraîneur de renommée mondiale, automatiquement, on risque de créer une espèce d'autorité qui est nécessaire pour que tous ces petits-enfants qui arrivent de l'étranger puissent se mettre dans les rangs. Donc ça, c'est un élément, je profite pour le dire, pourquoi on va mettre un blanc à la place d'un Africain? Est-ce que c'est un problème de compétence? Non, bien sûr, c'est un problème de considération. Et malheureusement, si on met un joueur, un entraîneur de Stade d'Abidjan qui va parler à Drogba ou qui va parler à un joueur africain, je ne suis pas sûr que le joueur africain va respecter son partenaire africain. Et ça, c'est une notion qui est très importante et c'est ce qui explique en majeure partie la décision de mettre des étrangers en Afrique. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, du coup, si je rebondis sur, comment on appelle, vos analyses concernant les entraîneurs africains, parce qu'on a vu deux entraîneurs d'Afrique, deux fils d'Afrique, qui étaient l'entraîneur du Sénégal, Cissé, l'entraîneur de l'Algérie. Mais par contre, la seule différence, c'est que le côté éducation dont vous avez eu à parler, le côté formation, la vie et la rigueur qu'ils ont eue, c'est parce que peut-être c'était les enfants d'Occident, mais pas forcément des enfants d'Afrique pure. Donc c'est un peu ça la grande différence, si je comprends bien votre analyse. Oui, mais on peut avoir un entraîneur africain, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des entraîneurs africains qui ont une carrière à l'étranger, qui ont une réputation à l'étranger, et d'avoir un staff d'exigence de haut niveau qui peut être fait par des étrangers. Avoir un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, avoir un kiné, un médecin ou un staff rapproché de 3-4 personnes qui vont s'assurer que le vivre ensemble, ce qu'on appelle le vivre ensemble, quand on parle d'une équipe nationale, il faut savoir qu'on va vivre 5 jours dans un hôtel, il va falloir assurer des soins, il va falloir assurer la récupération des joueurs, il va falloir assurer des services
pour éviter que le gamin il se barre voir les copines, parce qu'il y a le problème aussi de cette relation sexuelle que les joueurs africains ils ont. Ils profitent beaucoup de ces moments-là pour retrouver leurs amis anciens, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Les filles, quand on est entraîneur africain, entraîneur d'équipe nationale, il faut savoir gérer aussi cet environnement. Les amis, il y en a des amis en Afrique. Il y a des anecdotes. Vous pouvez nous en parler. Il y en a tellement. Non, il faut demander à Abdoulaye. Abdoulaye pourra vous la raconter. J'ai une anecdote avec Abdoulaye. Il va vous la raconter. Je lui laisse le soin de la raconter, l'anecdote. Okay. Ça fait partie des hommes. C'est des moments qui font partie. Mais il paraît que ma femme, moi, je me souviens, c'était le match Côte d'Ivoire-Algérie. Et ma femme qui était venue avec une amie qui travaille à TF1, qui s'appelle Sylvaine Mignona. Qui travaille toujours à TF1 d'ailleurs, pour l'équipe de France. Oui, je vois. Et Sylvaine avec Dominique, elles avaient été donc devant la porte de l'hôtel, elle dit ouais, on veut avoir Abdoulaye. Et le gars, le flic, il avait dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Et moi, je t'avais dit au flic, surtout, tu laisses passer aucune nana. Et ma femme et Sylvaine avaient été tester le flic. Ouais, non, vous voudrez rentrer, vous devez avoir Abdoulaye. Et il a dit non, vous ne rentrez pas. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote de Sylvaine qui travaillait à TF1 et qui travaille toujours à TF1, et mon épouse qui s'était amusée à tester la sécurité de l'hôtel pour éviter que les filles arrivent. Mais voilà, donc je disais qu'une équipe nationale africaine est capable de gagner une Coupe du Monde. Elle est capable, en théorie, de gagner une Coupe du Monde. Et elle gagnera une Coupe du Monde. Elle gagnera une Coupe du Monde sur la valeur des joueurs. Et il faut trouver la valeur des joueurs et il faut trouver la valeur de l'environnement à créer au moment de cette Coupe du Monde. Et vous savez très bien comment ça se passe. Toujours du bazar lié aux primes, lié à pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est là que le bas blesse et c'est là qui fait que l'Afrique n'a pas encore gagné cette Coupe du Monde. Mais il est évident qu'en théorie, l'Afrique gagnera une Coupe du Monde. Avez-vous été confronté à ce problème des primes? À ce problème de budget, un problème de budget, un problème de prix? Oui. Oui et non. Mais nous, à notre époque, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas beaucoup de moyens. C'était une équipe nationale. Bon, on ne peut pas dire qu'il y avait de gros moyens qui étaient mis à disposition, mais en même temps, on manquait de rien. Je pense qu'il y avait une volonté du gouvernement ivoirien à mettre l'équipe nationale dans les meilleures conditions. Les moyens, c'est déjà de faire venir des joueurs en avion, c'est déjà de leur offrir l'hôtel, c'est déjà d'avoir des terrains d'entraînement, etc. Donc non, franchement, non. Je ne peux pas dire que j'ai souffert de l'organisation. Et puis moi, j'étais devenu un Africain. C'est-à-dire que voilà, mes exigences, moi, à l'époque, on allait faire des stages à Yamoussoukro. Je ne sais pas si vous voyez, mais la grande université de Yamoussoukro, eh bien, on allait à Yamoussoukro. Vous voyez, je n'avais pas d'exigence. Moi, je voulais mettre les joueurs dans un environnement africain. Et donc, d'être sous des paillotes à Yamoussoukro, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai. On était en stage à Yamoussoukro. Ok. Danser le zouglou. À l'époque, on dansait le zouglou. Je ne sais pas si ça existe toujours. Oui, ça existe toujours parce que le Zouglou, déjà, moi, c'est une culture que vous êtes un peu de la génération Zouglou. Voilà. Vous arrivez, vous débarquez en Côte d'Ivoire, le Zouglou dans les années 90, c'est en effervescence, c'est beaucoup d'engouement. Donc, presque toute cette génération ont tous baigné dans cette musique. Et voilà, ça continue toujours on a des groupes tels que les Magic System qui continuent à faire le tour du monde grâce au Zouglou. Voilà, et 100% Zoblazo. 100%, oui, avec Méoué. Ça, c'est la victoire. Ça ne s'oublie pas. Mais après, il a fait du 200%, je crois, non? Ah ben, là, par contre, non, je ne sais pas trop, mais je puisse me renseigner là-dessus. Là, c'est sûr. Donc, d'accord. Là, vous savez que j'ai retrouvé un Ivoirien ici à Hanoï. Sérieux? Et il me dit, j'étais étudiant à ton époque. Il pleure, je vois assez souvent, il pleure quand on parle. Il se rappelle tous les souvenirs. Il partait avec ses potes au stade de Fouet-de-Boigny. C'était un jeune étudiant et aujourd'hui, il a des responsabilités à Hanoï. Et il est parti. Il m'a ramené de la tchéké, là. Il m'a ramené de la tchéké, de la loco. Oui. Il était en Côte d'Ivoire, là. Et il m'a ramené des c'est... Il m'a dit, Troussier, il faut qu'on mange de bon la tchéké.
Ouais, vous n'avez pas un peu le mal du pays parce que vous êtes ivoirien, beaucoup ne le savent pas en fait. Vous Oui, êtes, absolument. Ben, écoutez, beaucoup ne le savent euh, c'est vrai que je ne suis pas retourné en Côte d'Ivoire depuis très, très, très longtemps. Je suis toujours en contact avec la Côte d'Ivoire. Je suis souvent en contact avec Roger Wagnin, avec qui j'entretiens, je dirais, des relations de famille. Hein. Je suis vraiment très, pas. très proche de lui. Et, euh, et par contre, Roger, il est venu chez moi il y a 3 ans, lorsque il y avait une organisation de la CAF à Rabat. Et il était venu avec Ouattara-Ego, avec Jacques Anouma et Roger. Ils étaient venus dîner à la maison, voilà, chez moi à Rabat. Donc j'entretiens toujours des bonnes relations avec eux, quoi. C'est un plaisir et j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner. Mais J'aurais si, bien aimé prendre l'équipe nationale. J'aurais bien aimé prendre l'équipe nationale et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de venir finir mon travail. C'est vrai que prendre l'équipe nationale voilà, de Côte d'Ivoire, ça voilà la reste pour question moi. fatidique que j'allais poser. Au fait, vous laissez sortir naturellement, c'est qui démontre qu'il y a l'envie de revenir au pays, il y a l'envie d'apporter ce plus à cette sélection nationale. Mais c'est l'amour au fait du pays qui fait ça, au fait, ou c'est. Alors, l'amour du pays, oui, évidemment, mais c'est aussi l'idée que je me fais de l'équipe nationale ivoirienne, où je pars du principe c'est une équipe qui peut être championne d'Afrique et une équipe qui peut être en Coupe du Monde et d'avoir de très bons trophées. Ça veut dire c'est de faire le choix d'une équipe avec un potentiel énorme pour justement assouvir mon rêve, quoi. C'est une équipe qui aura son mot à dire sur le plan des résultats. Et donc, c'est de faire le pari de m'engager dans un pays que je connais et surtout un pays qui pense m'accueillera. Parce que quand on prend un entraîneur national, il y a toujours des ouais, mais c'est qui lui, etc. Je pense que les Ivoiriens ont quand même le souvenir de Philippe Troussier. Et puis moi, j'ai continué ma carrière. Là, maintenant, je suis entraîneur national des sélections vietnamiennes de jeunes. Je suis directeur d'une très, très grosse académie de formation. Donc, je suis toujours dans l'actualité. Euh, au contraire, je suis peut-être plus sage, j'en sais rien, sûrement plus sage, évidemment, mais je garde quand même cette rigueur que j'ai sur le terrain lorsque je suis avec mes joueurs. Donc, je me sens capable, effectivement, de driver l'équipe nationale ivoirienne. Et j'espère qu'un jour, je ferai partie des 3-4 candidats le jour où il y aura la possibilité, bien sûr, de venir en Côte d'Ivoire. Je vous le Mais c'est souhaite, je vrai vous que le souhaite, je vous le souhaite personnellement. Et je sais que ça finira par arriver. Ça, c'est sûr. Voilà, je croise les doigts. Ça mais finira j'aurai par mes arriver. 65 ans. Il va falloir le faire Non, rapidement. Hein. bientôt, bientôt, de 2023. Je verrai, j'ai un prédit les choses et je sais que 2023, si la Côte d'Ivoire réellement, on a l'envie de quelque chose, on a l'envie vraiment que ça soit un enfant du pays. Moi, je dirais plus ça, l'enfant du pays. C'est Philippe Troussier, on le connaît. On le connaît. On sait de quoi il est capable. Voilà. Donc, pour cette CAN qui s'organise chez nous, même s'ils ont déjà un entraîneur, on sait comment ça se passe. Ça va, Ouais, ça ouais. change, ça va, ça On change. sait absolument, C'est absolument. un monde qui est sinusoïdal. Il y a des hauts et des bas. Donc, voilà. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, ça prend du âge. Et après, c'est pas le seul projet aussi. C'est pas le seul projet pour la Côte d'Ivoire. Nous, avec les générations, fédérer tous ces centres de formation, apporter, comment on appelle, une formation de qualité à cette jeunesse aujourd'hui qui en a besoin. Depuis, il y a des années des années antérieures qui se sont écoulées où il n'y avait pas de championnat de jeunes. Aujourd'hui, on s'en rend compte, même les équipes réserves qui jouent en première division n'ont pas de championnat. Donc, quelque part, on ne peut pas dire qu'on a un championnat compétitif où on a une formation Ouais. vraiment de qualité. Donc, voilà. Donc, il faut penser à pouvoir remettre un peu tout ça en place. Est-ce que vous avez la baguette magique pour ça? La baguette magique, c'est le travail. La vision, euh, c'est d'avoir c'est d'avoir un concept qui réunit tous les acteurs. Et quand je parle des acteurs, ce sont évidemment la fédération, les clubs qui doivent absolument travailler en symbiose. Ensuite, effectivement, les médias, parce que il faut que les médias soient là pour transmettre l'information, pour expliquer. Ça nécessite évidemment également des acteurs politiques parce que on a besoin de moyens,
de moyens pour faire passer des messages, etc. Et après, c'est le travail. La baguette magique, c'est de créer une industrie, de créer une méthodologie, une philosophie, en sachant que la route n'est pas droite, en sachant qu'on fait face à des vagues, à des mers agitées, peut-être parfois nous oblige à changer de cap, mais en sachant que nous avons toujours dans la ligne de mire nos objectifs. Que rien ne se fait en un claquement de doigts. Et là, quand je parle comme ça, je parle de la politique nationale, c'est-à-dire de 5 ans à 19 ans, c'est le processus pour former des enfants. Il est évident que là, je parle d'une politique nationale. Mais je fais la différence entre les équipes nationales parce qu'on répète, l'équipe nationale ivoirienne est une équipe qui n'est pas issue de l'Afrique, elle est issue de l'Europe. Et la valeur de l'équipe nationale ivoirienne, c'est la valeur que les Européens mettent au service des Ivoiriens. Donc, les meilleurs joueurs ivoiriens partent en Europe et donc c'est ce qui constitue aujourd'hui une autre façon de concevoir la chose. Il faut faire deux politiques, une politique interne avec ce que je viens de dire, avec une direction technique, avec des clubs, avec des moyens qui permettent aux clubs d'avoir des moyens de travailler, de pouvoir embaucher des entraîneurs, de pouvoir créer des conditions pour développer les joueurs. Donc ça, c'est un travail qui est réservé à la fédération, au gouvernement. Et je pense que je sais que ça doit se faire de toute façon en Côte d'Ivoire. Et puis l'équipe nationale, c'est un dompteur de lions. Il faut un type qui soit reconnu, compétent pour driver des lions qui jouent dans les plus grands clubs européens ou mondiaux. Et ça, c'est une autre politique. C'est deux mondes à part. Avoir un directeur de l'équipe nationale avec tout ce que ça comporte comme management pour mettre en place une équipe performante et un autre directeur technique qui, lui, va mettre en place des racines qui vont permettre à un gros baobab de se construire sur plusieurs années, c'est deux mondes à part. Voilà. Et ça, c'est cette vision-là qui, pour moi, est possible. Et elle est possible parce qu'elle existe. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tous les ingrédients. Il y a tous les ingrédients en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse faire partie des 5-6 meilleures nations africaines, parce qu'il faut quand même accepter le principe de partager l'ambition avec des nations qui ont la même volonté que la Côte d'Ivoire, qui ont la même volonté de construire, d'organiser. Donc, il faut partir du principe que le challenge, il n'est pas impossible, il est difficile et que le meilleur gagnera et que le deuxième ou le troisième, malheureusement, ne gagnera pas, mais cela ne signifiera pas que le travail n'a pas été effectué. Voilà, c'est ça le sport. Il faut aussi ne pas oublier que c'est du sport, ce sont des valeurs aussi à développer, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est ça que je voudrais dire. Ok, d'accord. Donc là, il nous reste juste quelques minutes avant de terminer notre entrevue parce qu'on a longuement échangé sur plusieurs sujets. Et je crois le dernier sujet en date aujourd'hui qui est chaud bouillant du côté d'Abidjan. Je me permets de poser cette question parce que les Ivoiriens aujourd'hui ne savent plus à quel sein se vouer au fait. Voilà, sur le plan footballistique et dans un plan réel dans la gestion de leur football et de ce qu'ils ont envie d'apporter. Est-ce qu'ils doivent apporter un sang neuf à leur football ou est-ce qu'ils doivent continuer avec le système qui était déjà en place pour essayer de dérouler le tapis jusqu'à épuisement? Bon, la réponse, je l'ai presque en tête. La réponse, c'est il va y avoir de toute façon de nouvelles élections à la FIF. Donc, peut-être que ces nouvelles élections, il y aura peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver avec un programme. Donc, on parle effectivement, bon, je sais que Sidi Diallo a exprimé sa volonté de ne pas renouveler le mandat. Donc, la place est ouverte. On annonce Didier Drogba. On annonce effectivement je dirais Comment on la appelle personne qui… Souris Diabaté? Voilà, Sori. Oui. Bon, il est évident qu'il faut quand même des gens qui ont de l'expérience. Sori, il a quand même l'avantage, je dirais, de connaître le milieu. Il faut quand même des gens
qui soit à même de résister. Hein. C'est pas évident comme responsabilité. Un garçon comme Didier Drogba, bon, je ne sais pas quel est son programme, mais c'est vrai que le fait d'avoir une nouvelle organisation, une nouvelle volonté, de nouvelles aspirations, une nouvelle stratégie, etc., il est évident que le fait d'avoir un nouveau président dans les quelques mois à venir, je pense que c'est prévu d'ici la fin de l'année, il est évident que ça devrait booster et donner un nouvel élan. Mais quel que soit le président, il est évident que ça se jouera sur le terrain. Et le terrain, ce sont de magnifiques joueurs ivoiriens qui évoluent dans le championnat européen, avec un entraîneur qui a une expérience africaine, qui connaît bien le milieu. Et donc, la renaissance, c'est d'obtenir des résultats. Et quel que soit le président, quelle que soit la politique qui sera menée, je le répète, il est évident que l'équipe nationale ivoirienne, c'est un élément qui est en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose, si demain la Côte d'Ivoire décide de ne plus faire de football dans son pays pour des raisons inimaginables d'ailleurs, si demain la politique du football, du développement n'existait plus en Côte d'Ivoire, eh bien, il faut savoir qu'il y aura toujours une équipe nationale. Cette équipe nationale, elle existe par la considération qu'ont les Européens pour les joueurs ivoiriens. Et cette équipe nationale ivoirienne, il y a 60 joueurs, il y a 100 joueurs ivoiriens qui jouent en Europe. 100, même plus que ça. Il y a des joueurs ivoiriens qui sont nés, qui jouent en première division, en deuxième, en troisième, en quatrième, qui jouent au Portugal. Donc, le potentiel de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde 2026 et la Coupe 2030, il faut savoir que cette équipe nationale n'a pas besoin de la politique nationale ivoirienne. C'est une vérité, c'est une réalité. On ne verra jamais un joueur ivoirien partir à 20 ans pour jouer à Barcelone. Un joueur ivoirien qui joue à Barcelone, c'est un enfant qui est né à Barcelone ou soit qui est parti à l'âge de 5 ans. S'il n'a pas eu de 5 à 12 ans les premiers messages qui vont l'amener à se développer, ce n'est pas un Africain d'Afrique, permettez-moi l'expression, un Africain d'Afrique qui va faire une carrière, ça n'existe pas. Un Africain d'Afrique qui réussit en France ou en Espagne, c'est un joueur qui va jouer en deuxième division à Amiens ou à Tours ou à Dunkerque. C'est un bon joueur africain costaud qui arrive de Oumé parce qu'il a joué avec les locaux, Coupe d'Afrique des locaux, il a 19 ans, il n'a pas été formé à l'européenne, mais par contre, pour jouer en troisième division, en national ou en D2, il va marquer des buts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, effectivement, il y a la place pour ces Africains d'Afrique. Mais le reste du sens, non. Il n'y a aucun joueur africain qui part en Europe. Je ne sais pas s'il y a des équipes nationales des 15 ans africains, je ne sais pas s'il y en a qui partent en Europe. Non, parce que même en parlant de ça, le tournoi de Montaigu, j'étais l'année dernière, et c'est sûr, l'équipe de Côte d'Ivoire qui était présente avec les U16, mais par contre, il y a eu tellement de difficultés. Il y avait tellement de difficultés pour pouvoir déjà venir participer à ce tournoi où ils ont joué même avec un attaquant qui devait jouer gardien de but. Donc, pour vous montrer que quelque part, c'est, comme vous le dites, c'est question d'organisation, c'est question de mieux se structurer. De logistique, de moyens. Logistique de moyens. Déjà lorsqu'on parle de ces jeunes à l'âge de 16 ans qui commencent à vivre, comment on appelle, une telle situation déjà, qu'est-ce que nous prédit l'avenir? Rien. Et raison pour lesquelles souvent on se retrouve avec certains joueurs lorsqu'ils quittent l'Afrique pour venir juste compétir aux tournois internationaux partout en Europe ou partout dans le monde, ils prennent la fuite. Ils prennent la poudre d'escampette, ils vont rapidement. Voilà, raison pour laquelle il y a la fuite, comme on appelle, il y a la fuite des joueurs. Et en plus, qui se retrouvent dans des situations vraiment compliquées, dans les situations extrêmes, telles qu'aujourd'hui, en parlant de votre temps, lorsque vous étiez aux affaires à la SEC d'Abidjan, les joueurs, le salaire des joueurs, il était à combien? Et par contre, aujourd'hui, il y a une véritable réalité qui est là, où il y a des joueurs en première division qui ne touchent même pas 80 000 francs. Bien sûr, mais je sais, je suis au courant. Voilà. On parlait tout à l'heure des problèmes financiers de la SEC d'Abidjan. C'est évident qu'ils ne peuvent pas offrir aux joueurs de bonnes conditions.
C'est intéressant. Voilà, donc du coup, ça c'est une réalité. Et après, on espère que, réellement, puisque la question, elle a été posée, je sais que vous êtes un homme, vous donnez votre analyse, vous donnez vos avis, vous dites prendre position en se disant oui, que c'est ce candidat-là qu'il faut. Je trouverai que ce débat, il est un peu, il n'est pas facile à juger parce que réellement, chaque choix, il est personnel et chacun sait réellement la vision qu'il a pour, comment on appelle, pour notre football, la vision qu'il a pour un tel candidat ou pour telle personne. Voilà, donc sur ces mots, nous allons Bon. remercier. En tout cas, n'hésitez pas, on essaiera de choisir un topic.